Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto, dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande. Et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Parlons Céto. Je m'appelle Leila et aujourd'hui je suis avec mon équipe d'analystes, Débo. Salut! Nadège. Salut tout le monde! Et Ludo. Coucou! On va s'attaquer ensemble à l'étude de plusieurs indicateurs qui sont très, voire trop regardés au quotidien par ceux qui suivent ce mode d'alimentation qu'est la céto. Alors, il y en a 4 et notre objectif aujourd'hui c'est de les décortiquer un à un pour que chacun d'entre nous puisse comprendre ce qu'il y a derrière et apprenne à les accepter pour ce qu'ils sont. Des indicateurs. Un indicateur, ça ne dit pas toute l'histoire, ça donne juste un état à l'instant T. Plusieurs choses l'influencent et c'est d'ailleurs plus intéressant de comprendre ce qui peut l'influencer que de faire une fixette sur le chiffre vraiment de l'indicateur. Bon allez, c'est parti. On met les mains dans le cambouis, on va commencer par le plus important pour 80% des gens. Nadège, à toi. Alors en piste, on entre dans l'arène pour faire sa pesée. Et oui, parce que le premier indicateur auquel on pense pour constater une évolution lorsqu'on commence un nouveau régime, c'est évidemment le poids. La balance reste pour la majorité d'entre nous l'indicateur phare pour savoir si on se dirige vers une meilleure santé ou non. Déjà par la facilité d'utilisation, mais aussi parce que dans notre société, c'est une valeur de référence universelle. C'est un peu « dis-moi combien tu pèses et je te dirai si tu es trop gros ou trop maigre ». Alors certes, c'est une donnée importante, mais est-elle vraiment la plus révélatrice de notre état de santé et même de notre perte de poids? Alors beaucoup de personnes commencent l'alimentation cétogène pour atteindre une perte de poids, qu'elle soit modérée ou importante, ça c'est un fait. Et très souvent, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des questions de certains impatients qui demandent « Mon poids ne bouge plus depuis 2 semaines, qu'est-ce que je peux faire ?» Ou d'autres personnes qui vont dire « Ah, au secours, j'ai mangé de la banane hier et là j'ai pris 1,5 kg. » Alors, que nous dit la balance au juste? La balance, elle pèse tout. Vos os, vos organes, vos muscles, votre graisse et votre eau. Et c'est là la problématique de la pesée, parce que si vos os et vos organes ne vont a priori pas varier en poids, que vos muscles ne vont pas gonfler ou dégonfler du jour au lendemain pour un individu lambda, qu'en est-il de la graisse et de l'eau? Eh bien, ces deux éléments sont difficiles à dissocier sur une balance classique. Et c'est pour ça que beaucoup s'affolent quand ils ont fait un écart d'avoir subitement pris du poids. Mais il faut comprendre que c'est tout à fait normal, d'une certaine façon, parce qu'en réintroduisant un taux plus élevé de glucides dans l'organisme, alors qu'on suit une alimentation cétogène, le corps va immédiatement profiter de la présence de ces glucides pour retenir de l'eau. Et donc ce surplus de poids que vous lisez sur la balance, d'autant plus s'il affiche un écart important, a toutes les chances d'être le résultat d'une rétention d'eau, et non d'une prise rapide de graisse. Cela arrive évidemment quand il y a un écart de conduite sur l'alimentation cétogène, si on a fait un écart riche en glucides, mais ça peut aussi arriver chez celui qui suit correctement son régime, mais qui va avoir une sensibilité particulière à tel ou tel aliment, ou qui va être par exemple aussi dans une période stressante, ce qui va faire qu'il va produire l'hormone du stress, le cortisol, qui clairement peut freiner une perte de poids. Donc la balance, elle nous balance un poids, mais elle ne raconte finalement pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut faire de la rétention d'eau, comme perdre subitement de l'eau, de même que quand certains se demandent pourquoi leur poids ne bouge plus depuis 2 semaines alors qu'ils perdaient assez vite jusqu'ici, moi j'ai envie de leur dire, laissez du temps à votre corps. L'alimentation cétogène, c'est pas un régime, on n'est pas dans un objectif perdre X kilos avant l'été. C'est une alimentation, une façon de manger plus saine,
plus vrai, et cela sur le long terme. Arrêtez l'acéto après avoir perdu le poids qui vous gênait et vous êtes quasi certain de reprendre en masse graisseuse. C'est important. On n'est pas sur une mode ici, on est sur une alimentation. Donc, se cantonner à sa balance au quotidien pour vérifier l'évolution de notre poids, c'est s'exposer aussi à du stress, oh là là, mais pourquoi j'ai pris du poids? Alors que, en fait, ce n'est qu'un indicateur qui varie de jour en jour, même d'heure en heure, si on veut même être précis. Donc, certes, la pesée est intéressante, il ne faut pas la bannir, mais attention, on ne reste pas scotché à ces chiffres. Il faut savoir prendre du recul sur ces valeurs. Je crois que toi, Ludo, par exemple, tu expérimentes régulièrement ces chiffres qui bougent sur la balance. Oui, Nadège. En fait, moi, je fais de la rétention d'eau. Et vraiment, enfin, de la rétention d'eau, on va dire un peu problématique. Hein, parce que je suis capable de prendre et de perdre. Du coup, là, ces derniers temps, c'est plus. Ils restent, ils partent plus. Mais je peux prendre ou perdre, à l'époque, plusieurs kilos en quelques jours, en fait. Mais quand je dis plusieurs kilos, ça peut être du 3, du 5, du 6 kilos en moins d'une semaine, en fait. Et c'est assez impressionnant en fait, autant dans le sens de la prise que dans le sens de la perte en fait. Et au début de ma céto, je prenais véritablement ça pour de la graisse. Je prenais ça pour j'ai encore mal fait quelque chose, j'ai mal suivi mes macros, j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas. D'autant que la rétention d'eau, ça boudine vraiment pareil que de la graisse. Je me sentais plus serrée dans mes vêtements. Visuellement, j'avais un bide. J'ai mes cuisses qui étaient, on va dire, plus rondouillardes. Enfin, voilà, c'est vraiment cette sensation d'être, comme je disais à l'époque, je suis une patate. Dès que ça m'arrivait, je montais sur la balance et je disais, je suis une patate, en fait. Et comme je fais un sport de combat, moi, j'ai pris l'habitude de me peser tous les jours, en fait, pour savoir si j'étais dans une bonne zone. Et en fait, à force de me peser tous les jours et de très souvent me dire mais je suis une patate, je suis encore une patate, j'ai encore grossi, je me suis remise en interrogation en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible. Un coup j'ai 5 kilos en moins, un coup j'en ai 5 en plus, je peux pas. Intuitivement je me suis dit je peux pas perdre du gras et en refaire aussi vite en fait. Je sais pas, je veux bien être une machine mais quand même. Et du coup je me suis un peu documentée, j'ai essayé de lire et c'est là que j'ai commencé à tomber sur des choses autour des variations de poids, la constitution du corps, etc. Et j'ai compris en fait que ce qui bougeait aussi vite sur ma balance, c'était l'eau, c'était pas ma graisse. Et pour rejoindre ce que tu disais, Nadège, finalement, tout n'était pas lié qu'à travers mes macros. En fait, j'ai eu des expériences où simplement parce que je dormais mieux, je perdais comme ça, mais des quantités, on va dire folles, 3, voilà. Le rôle du cortisol, tu dors plus, tu dors mieux. Je faisais moins de kilomètres aussi pour aller travailler et je l'ai ressenti tout de suite sur mon poids, sur ma rétention d'eau, alors que je n'avais fondamentalement rien changé dans mes macros. Donc en fait, aujourd'hui, je me pèse toujours tous les jours, j'ai gardé cette habitude-là, mais en fait, si tu veux, je ne m'effondre plus du tout en mode oh, le chiffre, mon Dieu, j'ai grossi, je suis une patate en fait. Ça, c'est fini. C'est complètement fini. Exactement, Ludo. Ça illustre bien que la balance, elle nous dira pas si on a perdu du gras ou de l'eau. Elle se contente de vous donner votre poids. Et c'est une valeur importante malgré tout, mais il est intéressant de la compléter avec une autre valeur, par exemple celle des mensurations, Laïla. Oui, les mensurations, c'est hyper important, mais juste avant, je voulais ajouter quelque chose, parce que ce que vous avez dit, là, ça me parlait beaucoup. En fait, moi, au début, quand je me pesais, mais à chaque fois que je reprenais 100 grammes, c'était un drame. Et même que des fois, ça m'emmenait en stress, et je me disais, oh non, mais c'est bon, j'ai repris 200 grammes, foutu pour foutu, je vais bouffer des Oreos, quoi. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le fait de se détacher de la balance, c'est pas juste arrêter de se peser ou bien planquer sa balance pendant une semaine et la ressortir toutes les 2 semaines pour se peser. Non, c'est vraiment se détacher du chiffre. Là, quand on apprend à se détacher du chiffre qu'elle affiche, on passe à un autre level, quoi. Là, on est vraiment en mode
J'analyse, voilà, c'est un indicateur, ça me donne une valeur, écoute, mieux, moins, plus, très bien, bon. J'apprends quelque chose, mais j'en fais pas une fixette, quoi. C'est clair, et là, c'est ce que... Enfin, moi, pour parler vraiment en chiffres, si on veut parler en poids, en kilos, moi, grâce à l'acéto, j'ai pesé 57 kilos, en fait, voire même 56. Aujourd'hui, je suis plutôt autour de 63. Je me pèse tous les jours. Et je peux vous dire que pendant le confinement, des fois, je suis allée au-dessus de 63. Mais à aucun moment, je me suis dit, t'as engraissé ma pauvre fille, en fait. Et pourtant, je me pèse tous les jours, en fait. Je sais que, finalement, avec ma balance, je surveille à peu près ma rétention d'eau. Je sais que j'ai un problème de rétention d'eau à régler, mais je ne suis plus, et pour quelqu'un, je le dis, comme tu dis, qui se pèse tous les jours, je ne suis plus en panique tous les jours quand je monte sur ma balance, malgré le fait que je ne fasse pas moins de 57 kilos, en fait. C'est important. Bon, alors revenons à nos moutons, les mensurations. Alors, je disais, les mensurations, c'est vraiment un super indicateur, je trouve. Mais bon, comme le poids, ça raconte pas toute l'histoire, hein. Mais ça permet de voir une évolution là où le poids, parfois le poids ne bouge pas. Par exemple, si on fait une activité sportive, ben on va pouvoir voir une baisse des centimètres. D'ailleurs, même si on ne fait pas d'activité sportive, hein, des fois on voit une baisse des centimètres là où la balance n'affiche aucune différence. Et ça, c'est cool. On s'affine, on se gaine, et ça, on va le ressentir aussi dans nos habits. On va le voir sur nos photos. On peut prendre d'ailleurs plusieurs mensurations. On peut prendre le tour du dos, donc au niveau de la poitrine, juste en dessous de la poitrine, la taille, le ventre, les hanches, et puis suivre leur évolution de manière hebdomadaire ou tous les mois, par exemple. Voilà, ça peut donner aussi une indication de la variation si il n'y a pas de variation de poids. Mais là aussi, voilà, il faut se détacher du chiffre et puis surtout sortir de cette logique linéaire, genre je vais perdre 1 cm toutes les semaines, donc au bout de 3 mois, j'en aurai perdu 12, c'est génial, je vais pouvoir rentrer dans un 38. Non, c'est pas linéaire. Si c'était linéaire, dans 2 ans, vous n'existerez plus, quoi. Donc, faut sortir de ce schéma-là. Des fois, on est trop focus là-dessus. Donc, c'est un indicateur, mais pareil, il faut se détacher du chiffre. Oui, je trouve aussi que c'est un bon indicateur. Et pour moi, c'est le tour de taille. Alors, je sais si je grossis ou rien qu'en regardant mon ventre. Si je prends ou pas, si je vais gonfler comme en étant une patate, comme dit Ludo. C'est sur le ventre. Moi, c'est impressionnant. Même si je fais de la rétention d'eau, je vais me sentir boudiner sur mon jean ou quoi. Et c'est comme ça que je le ressens. Alors, quand j'ai commencé assez tôt, j'ai perdu beaucoup de poids au début. Et je suis partie en vacances, donc très rapidement. Et après avoir commencé, du coup, au lieu d'emmener ma balance, parce que j'étais un peu comme tout le monde, je me pesais tous les jours, j'ai pris mon mètre à mesurer. C'est plus facile à transporter que la balance. Et toutes les semaines de mes vacances, je prenais mes mesures. Alors à jeun, je voyais mes centimètres s'envoler, je prenais le tour de taille, le tour du dos, et je voyais en fait que ça diminuait d'une semaine sur l'autre. C'était motivant. Bon, après, c'est normal, à bout d'un moment, ça commence à stagner. Mais ça, c'était vraiment au début. Et je trouve que ça m'a aidé à voir que j'étais sur la bonne pente et à continuer, pas comme si j'étais montée sur la balance, me dire mais mince, j'ai perdu que 100 grammes et je vais manger mon Oreo, comme tu dis, Laïla, quoi. Je vais... Voilà, toutes les semaines, je prenais mes mensurations et voilà, c'était motivant. Après, la balance, voilà, je vous rejoins sur ça parce que, à moins d'avoir une balance un pédance-mètre, et encore, je trouve que c'est pas hyper fiable. Un pédance-mètre, c'est-à-dire que ça va nous donner le poids de nos muscles, de notre eau et nos os et de la graisse. Mais après, c'est pas hyper fiable suivant les balances. Je trouve que le mètre à mesurer, ça prouve que tu vas perdre du poids dans tous les cas, que tu vas t'affiner et que c'est motivant. Il y a aussi un élément qui est bien aussi, c'est le vêtement magique. Enfin, magique, il ne va pas nous faire perdre du poids, ça se saurait. Mais c'est ce vêtement... Il se vendrait cher. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est ce vêtement référence. Magique. Comment ? Je
dis le vêtement magique sur les chaînes de téléachat, ça marcherait. Ah, tu m'étonnes. Bon, on commande, on passe les coups de fil. Alors, c'est ce vêtement de référence qui, si on rentre dedans, c'est trop bien, quoi. Moi, j'avais une robe qui me boudinait, que je me trouvais vraiment pas belle dedans. Et là, je l'ai retrouvée parce que je l'avais enfouie dans un placard. Et quand je l'ai réessayée en me disant, tiens, pourquoi pas, je vais voir ce que ça donne. Et elle m'allait. Et je me suis trouvée belle dedans. Et là, ma journée, était refaite, quoi. Moi, j'adore le vêtement magique aussi. J'avais un short test en vacances, moi. Donc, je testais, hop, c'est bien, je me sens serrée. C'était assez rigolo. J'ai aussi eu des pantalons test, en fait. Donc, j'avais réduit les tailles au fur et à mesure. Et toutes les semaines, je le réenfilais. J'y suis presque. Plus que 2 cm pour fermer le bouton. C'est assez efficace. Et d'ailleurs, pour que ce soit encore plus parlant, moi j'encourage tout le monde à se prendre en photo en fait dans ce vêtement-là au début, puis tous les mois, et généralement on peut vraiment constater une évolution flagrante en juxtaposant les photos, même si au niveau du poids, on voit pas forcément la différence. Bon alors, est-ce qu'il y a un autre indicateur dont on peut parler, Débo ? Alors oui, l'autre indicateur qu'on entend souvent parler, c'est la glycémie. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste encore à mesurer quelque chose, à avoir un chiffre. Un peu comme le maître de couturier ou la balance. Mais c'est un chiffre sur un lecteur. Alors on peut la prendre comme le font les diabétiques, c'est-à-dire à se piquer le bout du doigt, à avoir une goutte de sang qui sort de ce doigt-là, et à mettre cette goutte sur une petite bandelette que l'on met dans un lecteur. Alors, ça nous permet de connaître la quantité de glucose qui se trouve dans notre sang à l'instant T. Et bien à l'instant T. Donc, ça veut dire que c'est pas représentatif de la glycémie qu'il y a dans notre corps pendant toute la journée. C'est juste au moment où on prend la mesure. Cette mesure, on peut la faire du coup le matin à jeun, après les repas, pour voir si on a mangé un aliment qui influence la glycémie. Moi, perso, je l'ai faite au début, cette mesure, mais au début. Je la fais encore un peu de temps en temps, parce que voilà, j'ai un lecteur et que des fois, ça me tente de le faire pour voir s'il y a un aliment qui va influencer ma diète céto. Alors, au début, elle me permettait de me guider et savoir si je faisais correctement le régime céto. Ma glycémie était descendue assez basse, j'étais contente. Mais en fait, il y a un jour, elle était haute, sans même avoir mangé de glucides la veille. Alors, j'y comprenais plus rien. Puis, je me suis documentée et j'ai appris que le cortisol, comme l'a expliqué Nadège, faisait augmenter la glycémie. Alors, le cortisol, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Genre, quand on est stressé ou même quand on se lève tôt le matin, notre production de cortisol, elle est au taquet. Et du coup, la glycémie, elle va être haute. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Encore un autre facteur qui va entrer en jeu et tout. Et ça me générait du stress en plus, du coup, parce que c'est un cercle vicieux. Et surtout que cette glycémie, si on la prend un peu après le lever, quand on se lève, qu'on la prend 1 heure après, elle sera baissée parce que le taux de cortisol va baisser. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent influencer notre jugement, quoi. Quand on commence à prendre sa glycémie, pour moi, c'est une prise de tête. Enfin, ça c'est mon point de vue. Si on mange moins de 20 grammes de glucides par jour, on sera forcément en cétose, donc pas besoin de se stresser avec des chiffres pour voir si on est dans les clous ou pas. D'ailleurs, ce genre d'appareil, ça coûte une petite fortune, et les bandelettes qui vont avec, ça coûte aussi cher. Et je pense une blinde, ça coûte une blinde. Oui. Je pense que c'est pas pour rien que c'est prévu pour les diabétiques. Et d'ailleurs, je pense que la glycémie, elle devrait être réservée aux diabétiques. Et si ces diabétiques suivent un régime céto, alors oui, il faudra bien faire attention à celle-ci. Mais ça, les médecins les guident et donc pas de panique, quoi. Je suis complètement en phase avec toi, Débo. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des posts de personnes qui sont presque en déprime parce que leur glycémie à jeun est trop haute. Trop, entre guillemets.
Mais trop par rapport à quoi? Par rapport à un standard, mais voilà, qu'est-ce que c'est ce standard? Est-ce que c'est celui de ton corps ou est-ce que c'est juste une moyenne sur la population? Enfin, il y a plein de paramètres aussi qui rentrent en jeu. Et comme toi, je pense qu'il ne faut pas trop se polluer avec l'atteinte d'une valeur parfaite. Déjà parce qu'elle n'existe pas. Et comme tu le disais, c'est juste se stresser inutilement. Et d'ailleurs, avec Ludo, on blague souvent au sujet de nos glycémies à jeun. On appelle ça nos glycémies de la honte. Quasi 3 ans de céto et toujours un beau 96 quand on fait des analyses en laboratoire. Donc voilà, le matin à jeun, bref. Mais bah, bon, ça comme serait tu l'as limite, expliqué, ça serait limite une glycémie de diabète gestationnel pour une femme enceinte, en fait. Elle a 96 à jeun. Donc, ah, mais c'est clair. C'est ça. C'est clair. Mais oui, en fait, tu l'as expliqué brièvement tout à l'heure, Débo, c'est que se réveiller, c'est physiologiquement un stress pour l'organisme. Le corps passe d'un mode repos à un mode actif et il a besoin d'un boost au démarrage pour nous permettre de passer de l'horizontale à la verticale, quoi. Ce boost, il se le produit tout seul en fabriquant du glucose sous l'influence du cortisol. Donc voilà. Donc moi aussi, je trouve que faut pas trop s'embêter avec cette valeur de la glycémie. Après, quand on est en mode petit rat de laboratoire, et qu'on ne fait pas de l'opéra cette fois, donc quand on est en mode petit rat de labo et qu'on aime faire des tests sur soi, ça peut être très sympa de prendre sa glycémie, enfin ça peut donner des situations assez rigolotes. J'ai fait un test sur moi-même et je me suis amusée à contrôler l'effet de la consommation de certains produits sur ma glycémie 2 heures après les avoir mangés. Bon, du coup, ça m'a permis de voir que certains aliments, c'était pas non plus ouf pour moi. Fallait quand même que j'essaye de limiter. Alors, quand j'ai essayé avec de la viande, il se passait rien après. Plus récemment, j'ai testé un truc un peu plus drôle et j'ai voulu tester l'impact du stress. Donc, j'avais une réunion hyper importante ce jour-là et j'étais vraiment très très stressée par cette réunion. Enfin, je me suis réveillée en y pensant. C'est ce qui m'a réveillée le matin d'ailleurs. Et du coup, quand je me suis réveillée, ma glycémie était à 102. Ensuite, quelques heures avant la réunion, ma glycémie est montée. J'étais à 104. Oh là là. Et juste après la réunion, j'étais à 84. Ah ouais. Donc voilà, pour dire l'impact du stress. Donc je pense que mon cerveau a bien carburé pendant la réunion pour consommer tout le glucose qu'il y avait dans mon sang pour que ça descende autant. Mais voilà, juste pour vous dire un peu l'impact du stress, l'impact du stress sur cet indicateur, c'est juste énorme. Et donc en fait là, moi ce que j'essaye de raconter là, c'est ma manière d'illustrer que notre corps, c'est au final une machine merveilleusement complexe. Et il y a tellement de choses qui peuvent influencer un indicateur que l'interprétation qu'on va faire, elle sera toujours biaisée en fait. Il n'y a pas de vérité, il y a juste des hypothèses. Donc ça, c'était un peu mon témoignage sur la glycémie. Et du coup, avec la glycémie, il y a un autre indicateur qui est souvent évoqué, c'est la cétonémie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Ludo ? Mais carrément, la cétonémie, c'est THE sujet un peu sur les réseaux. Déjà, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'on parle beaucoup des réseaux. Vous sentez absolument pas jugé en fait, parce que si vous allez sur nos réseaux perso chacune, vous trouverez certainement aussi des vieilles images de cétonémie où soit on était très contente, ou soit on était en mode effondré. On l'a vraiment vécu aussi, ça en fait, ce rapport à la mesure, ce rapport au poids. Donc en fait, c'est pas un pointage du doigt, c'est vraiment c'est un moment en fait, ça arrive dans une histoire céto en fait, et c'est juste un encouragement à se détacher de tout ça. Ouais, mais c'est quelque part faire profiter de notre expérience, quoi. Ouais, clairement, vraiment. Prenez vraiment pas ça pour un jugement, on a fait la même chose. Donc moi sur la cétonémie, déjà j'ai pas trop envie de rentrer dans des détails scientifiques parce que déjà je les maîtrise pas en vrai sur la cétonémie, sur pourquoi, quand, comment elle varie, je ne saurais absolument pas le dire. La seule certitude que j'ai, c'est que physiologiquement, si on mange moins de 20 grammes de glucides, on va être en cétose à un moment donné. On va finir par être en cétose. Et je pense pas que ça prenne un an, clairement. Après, à quel niveau de cétose
ça, c'est une autre histoire. Donc, moi, je veux surtout vous parler de ce que je vois, de ce que je ressens sur les réseaux et de mon expérience, en fait, finalement. Beaucoup de personnes, et même nous avant, en fait, on s'est effondré face à des cétonémies basses parce qu'on avait vu des chiffres, comme Nadège a dit, on se compare, en fait. Alors que par ailleurs, malgré cette cétonémie basse, en fait, à un instant T, on a d'autres bons résultats en dehors de la cétonémie et même parfois en dehors du poids, parce qu'on associe énormément la cétonémie à la perte de poids. Donc on peut avoir une cétonémie basse au moment où on la mesure, mais par contre on se sent super en forme, on a une très très bonne humeur, une énergie de folie, on n'a plus de douleur, enfin toutes ces bonnes choses en fait, et face aux chiffres qui ne nous plaît pas, qui s'affichent sur ce petit appareil, on s'effondre en fait. Donc en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte en fait, surtout si vous avez l'occasion de partager avec des personnes qui sont en céto depuis assez longtemps, vous allez vous rendre compte que sur l'ensemble de leur trajet céto, même avec des cétonémies jugées basses, entre guillemets, donc autour de 1, voire même de moins de 1, elles ont tout de même perdu du poids. Moi j'ai envie de parler de notre copine Isa avec qui on mange souvent. Elle dit souvent en fait que même en ne buvant que de l'eau, elle n'atteindra jamais plus de 1 de cétose. Et pourtant, Isa, elle a perdu 20 kilos et plus même, je crois. J'ai plus sa perte de poids en tête, mais elle a perdu plus de 20 kilos. Donc en fait, on ne le dira jamais assez. Il n'y a aucune règle prouvée qui dit que plus la cétose est haute, plus vite on va perdre. Ça, c'est vraiment le premier message à faire passer. Il n'y a pas de relation mathématique, une équation linéaire entre mon niveau de cétose et la vitesse de ma perte. Ensuite, moi par exemple, j'ai parfois des belles cétoses en fait, avec des glycémies qui sont jugées un peu limites, qui sont à plus de 80 en fait. Et pourtant, j'ai des cétoses à 2, à 3 parfois, alors que je suis à du 82, 85, voilà. Alors qu'on lit aussi beaucoup que on est en cétose seulement si on a une glycémie en dessous de 20. Et je sais pas dire pourquoi. Il y a des fois, je suis à moins de 80 et j'ai des cétonémies, mais vraiment de la honte, où je flirte avec le 1, tout juste, voire un peu moins, et pourtant j'ai une glycémie à moins de 80. Donc, moi en vrai, j'ai arrêté de trop me prendre la tête et d'essayer de faire des interprétations des relations en fait. Et en plus, vous voyez, je vais raconter une petite anecdote. Une fois, j'ai marché une quinzaine de kilomètres dans la journée et à mi-parcours, j'ai gobé littéralement près de 300 grammes de raisin. Mais vraiment, donc je sais pas combien de glucides ça fait, mais en gros, j'étais pas à moins de 20 grammes de glucides par jour en fait. En rentrant chez moi, 1 heure après, en fait, c'est 1 à 2 heures après ces 15 kilomètres, j'avais une cétonémie normale en fait, alors que j'avais gobé plus de glucides que ce qu'on va dire qui est admis. Après, ça peut s'expliquer. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, mais complètement. Mais, moi, je respecte tout et je suis à 0,2. Mais du coup, c'est pour vous dire que oui, il y a des explications à certaines choses, mais ces paramètres sont bien trop nombreux. La santé, le stress, l'intolérance à certains aliments, votre niveau d'activité physique, le moment même de la journée à laquelle on prend sa cétonémie vont rentrer en compte. Et la plupart d'entre nous, et quand je dis la plupart d'entre nous, c'est même nous 4, on ne sait pas vraiment interpréter ce chiffre sur le lecteur. On ne sait pas dire ce qu'il a véritablement influencé. Donc moi, vraiment, je vous invite à se détacher de ce bip, bip, bip de chiffres. Mesurez-vous si vous souhaitez, mais ne vous rendez pas malade parce que vous êtes à 0,6 et que la copine, elle est à 2,1 par exemple. Ça ne sert absolument à rien du tout. Basez-vous aussi sur d'autres indicateurs et sur d'autres ressentis. D'ailleurs, pour dire, on est 3 à avoir un appareil de mesure dans la bande et à jouer encore avec de temps en temps. On expérimente. C'est ça, on fait des expériences. D'ailleurs, par exemple, l'histoire du raisin, c'était typiquement une expérience, quoi. Par contre, parmi nous 4, il en reste donc une qui ne se pique pas le bout du doigt, mais qui a quand même perdu des kilos. Hein, Nadège?
Ouais, alors moi j'ai fait le choix de ne pas mesurer ma cétonémie. Alors j'ai été tentée au début parce que surtout que c'est un sujet de comparaison sur les réseaux sociaux entre les différents débutants en alimentation cétogène. Du coup on a envie de pouvoir se situer sur l'efficacité ou non de notre nouvelle alimentation. Alors j'ai été tentée mais j'ai été dissuadée par deux choses. Déjà le prix des appareils de mesure du taux de cétone. Ce sont des appareils qui sont difficiles à trouver, autrement que sur Internet, et ils ont un coût. Surtout les petites bandelettes et les lancettes à usage unique qui coûtent très très cher. Et puis finalement, j'ai pas voulu m'imposer aussi une autre source de stress. Parce que c'est super de mesurer sa cétonémie, mais si le résultat est pas satisfaisant parfois, vous stressez en vous demandant qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi mes résultats sont pas aussi hauts que ceux des autres et tout ça. Donc moi j'ai pas de pathologie qui m'impose de suivre mon taux de cétone, donc autant s'en passer quoi, économiser de l'argent et au final se focaliser sur d'autres indicateurs qui montrent que je progresse, comme mon énergie au quotidien ou mon sommeil qui est plus réparateur, mes fringales qui disparaissent, mon poids qui va dans le bon sens et tout ça. Et je pense que c'est ça le plus important, se focaliser sur d'autres indicateurs, les vrais indicateurs de santé. Ok, merci les filles pour toutes ces explications et ces témoignages. Avant de passer à la recette, si on devait vraiment retenir un truc de tout ce qu'on vient de vous raconter, c'est qu'il faut s'écouter, se reconnecter à soi et à son ressenti. Car ça en dira toujours bien plus que n'importe quel indicateur. Et mon ressenti actuel, c'est que j'ai faim. Et du coup, je veux savoir ce que Nadège nous a concocté pour la recette. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette salée. Un plat familial ou à partager avec sa horde d'amis. C'est une recette de champignons farcis gourmands. Alors gourmand parce qu'on va pas se contenter d'acheter une bonne chair à saucisse et de farcir des champignons. On va ajouter un petit twist à cette recette, un petit plus qui mettra du fun dans nos assiettes. Je vous propose donc de séparer notre recette en deux. On va faire une version fromagère et une version espagnole. Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît. Ça te plaît Ludo. T'as bien raison parce que ça passe tout seul. C'est hyper gourmand mais sans être lourd en fait. Au contraire, même on a tendance à y revenir et à revenir dessus. Et alors, pour commencer, il va nous falloir trouver une bonne chair, ça vous en doutez, une bonne chair à saucisse. Pour ça, si vous le pouvez, dirigez-vous chez votre boucher préféré, si vous en avez un, ou sur le marché de votre commune, pour garantir une bonne chair de qualité. Si vous l'achetez en supermarché, faites très très attention à la liste des ingrédients. Évitez à tout prix les listes d'ingrédients à rallonge qui vous promettent souvent l'ajout de sirop de glucose, de dextrose et d'autres éléments chimiques. Ce n'est pas normal à l'heure actuelle de trouver des sirops de glucose dans de la chair à saucisse. C'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui, mais pour votre santé, veillez vraiment vraiment à choisir des produits les moins trafiqués possibles. On a compris Jean-Pierre. Voilà. Mais oh, on va pas c'est se de la moquer, merde. Donc, pour revenir à la recette. Alors, pour 6 champignons farcis, il nous faudra 300 g de chair à saucisse. Moi, je la prends déjà assaisonnée par mon boucher. 6 gros champignons de Paris, 2 gousses d'ail, un œuf et de l'huile d'olive. Pour la version fromagère de nos champignons, on aura besoin de 25 g de comté jaune, coupé en petits dés. Alors, du comté jaune, ça va être du comté raffiné entre 6 mois et 12 mois. Pas la peine d'aller au-delà et de mettre un prix exorbitant pour du 18 ou du 20 mois. Ça, c'est des comtés qui se dégustent. Mais là, en cuisine, vu qu'on veut que ça fonde un petit peu, il nous faut un comté jeune. Alors, 25 g de comté, un peu d'oignon, un peu de persil, du paprika et du curcuma. Vous ajusterez selon vos goûts si besoin. Pour la version espagnole, on aura besoin de 30 g de chorizo coupé en dés et de l'origan. Ok, moi je suis au taquet, j'ai tout noté. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence par préparer les champignons. On tourne le pied du champignon pour le casser plus facilement et on creuse si besoin l'intérieur. Et on les dépose dans un plat prêt à farcir. Pour la farce, on va prendre 2 saladiers distincts dans lesquels on va déposer une moitié de chair dans chacun. Le premier saladier, ce sera pour la version fromagère et le second pour la version espagnole.
Dans le premier, on verse un peu de persil et d'oignon, selon votre goût, hein, c'est vous qui jugez ça, les épices de paprika, curcuma, une gousse d'ail haché et enfin le comté coupé en petits dés. Dans le second saladier, on verse une gousse d'ail haché également et nos 30 grammes de chorizo coupé en petits dés. Mais le chorizo, on l'aura au préalable fait revenir dans une poêle à sec, c'est-à-dire sans graissage. C'est important parce que en fait, ça va éveiller vraiment les saveurs du chorizo de le faire revenir comme ça et ça fait vraiment toute la différence. Donc on rajoute le chorizo en dés et puis l'origan. On a nos 2 saladiers de chaque côté. Maintenant, on bat notre œuf, parce qu'on avait un petit œuf. Donc, on bat notre œuf dans un petit bol et on en verse environ une moitié dans chacune des préparations. Et là, on met la main à la pâte. On touille la version fromagère, on touille la version espagnole et il ne reste plus ensuite qu'à garnir nos champignons de farce. On verse un filet d'huile d'olive sur chacun d'eux avant d'enfourner 30 minutes dans un four chaud à 220 degrés. Et 30 minutes plus tard, on a quoi? 30 minutes plus tard, on a l'eau à la bouche. Ça sent bon, c'est doré. Et quand on goûte, finalement, on ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, en fait. C'est simple. Et en plus, on est sur des macros ultra cétogènes. Très peu de glucides. Les seuls glucides apportés, finalement, sont principalement venus des champignons. Un apport modéré en protéines et une belle portion de lipides. C'est absolument parfait. Ah mais c'est parfait, et puis moi, ça me donne faim. Hein. Alors, du coup, ça me permet aussi de faire un plat céto en 3 ingrédients. Oui, et du coup, ça permet de faire un plat cétogène pour toute la famille, que vous soyez la seule à être en céto ou non. Tout le monde se régalera et personne ne sera frustré. C'est simple à faire, vous pouvez engager vos enfants pour touiller la farce, ils aimeront bien faire ça. Et puis, c'est préparable à l'avance et c'est un délice. Donc, on ne dit pas non. Oh là là, les champignons farcis gourmands. Je vais en rêver, je pense, cette nuit. Merci Nadège. On sait maintenant ce qu'on va se cuisiner au prochain repas de famille. Allez, c'est parti. On va passer à la question auditeur. Alors aujourd'hui, on a une question de Sophie. Qui c'est qui répond à cette question? Moi, je vais m'y coller pour Sophie. Vas-y, Sophie. Qui est de Cahors, vas-y, Nadège. Sophie. Sophie Nadège, quoi. Merci Sophie pour ta question, parce que elle nous dit, Sophie, alors elle doit commencer la céto en fait, et elle nous dit: j'ai voulu faire un gâteau en version cétogène et j'ai remplacé la farine de blé par de la farine de coco et ça a été la catastrophe. Pouvez-vous m'aider? Alors Sophie, ouais, il faut savoir que toutes les farines cétogènes ne se valent pas, on ne peut pas faire d'équivalence sur une version classique d'une recette, ce n'est pas possible. En fait, en céto, chaque farine a un petit peu ses propriétés. Alors, il faut un peu jouer au petit chimiste. C'est le temps de les connaître. Mais par exemple, vous avez la farine de coco que vous avez utilisée. Elle a un fort pouvoir d'absorption. Un peu comme du talc, finalement. Donc, forcément, ça ne va pas pouvoir remplacer une farine de blé. Tout de suite, vous allez avoir une pâte qui va absorber toute l'humidité. Suivant le nombre d'œufs que vous avez mis, ça va vraiment tout s'agglomérer, ça va être très très sec. Donc je comprends que vous n'ayez pas pu faire votre recette classique, votre ancienne recette, en changeant simplement la farine. Voilà, chaque farine a ses caractéristiques et ses désavantages. Par exemple, vous avez la farine de lupin, c'est une farine qui va avoir une petite amertume. Quand on utilise de la poudre d'amande dans un gâteau, ça va être légèrement granuleux. Donc malheureusement, l'idée de prendre une recette classique pour la transformer en recette cétogène juste en remplaçant par une farine, ça ne fonctionnera pas. Donc la seule solution, donc soit vous testez un mélange de farine, vous faites la petite chimiste, vous vous dites tiens, je vais essayer de changer les proportions et en variant les farines dans une recette. Mais le plus sûr, vous qui commencez la céto, le plus sûr, c'est de trouver une recette cétogène de gâteau. Donc vous allez la chercher dans les livres, il y a plein de livres avec des recettes céto, il y a plein de blogs, il y a plein de recettes qui sont filées sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez en trouver très facilement. Et voilà, c'est vrai qu'au début c'est compliqué, il faut connaître ses farines. On a le petit dictionnaire des farines en céto, donc il faut le temps de les amadouer. Et voilà, pour le début, cherchez pas finalement, rangez au placard, bien dans le fond du placard, vos anciennes recettes et créez un nouveau livre avec de nouvelles recettes. C'est ce qui est le plus sage pour sauver votre cuisine, je pense.
C'est clair. Moi, souvent, je dis, il n'y a pas vraiment de marge à la créativité au début. Voilà, d'abord, on apprend. Voilà, c'est Et ça. ensuite, on fait de la créativité dans les recettes Seto, parce que quand on ne connaît pas les ingrédients, c'est vraiment très difficile. Bon, bah merci les filles, hein, encore un super épisode. Alors, si vous testez la recette, n'hésitez pas à mettre le hashtag #ParlonsSeto pour nous faire saliver devant vos plats. On attend toujours vos questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur parlonsseto@gmail.com. Et puis, pour la semaine prochaine, on a prévu un menu bien cétogène. On va parler gras. Non, enfin, ça va pas être un épisode où on va raconter des blagues douteuses, hein, je vous rassure. Mais on va parler des lipides, donc ces nutriments qui nous fournissent désormais notre énergie quand on est céto. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Parlons Céto, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. À très vite, bye bye!